c'est Ferreira Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue sur un nouveau Club Mounegou. Un Club Mounegou qui sera consacré à l'histoire du maillot de l'AS Monaco. Et pour en parler avec moi, il y aura Boris. Salut Boris. Salut Damien et salut à tous les confinés et tous ceux qui nous écoutent aussi après le confinement. Vous avez bien de la chance. Voilà, tous les confinés jusqu'au 11 mai évidemment. Donc voilà, il faudra être patient, mais ne vous inquiétez pas, on est là. On est là pour vous. On va passer le temps avec plein de petites émissions sympathiques. Voilà. Qui dit confinement dit l'occasion de porter vos maillots de l'AS Monaco à la maison. Voilà, on va vous aider à choisir les plus beaux. Voilà, sans que madame n'ait à vous reprocher quoi que ce soit. Exactement. Alors effectivement, Boris, du coup, on va parler des maillots de l'AS Monaco ce soir, de son histoire. C'est une émission qu'on voulait faire depuis un petit moment, notamment avec ce sujet, ce débat un petit peu polémique de la diagonale, lorsqu'elle est pas très bien alignée sur le maillot, notamment. Ouais, c'est vrai que chaque année, de toute façon, chaque année, ça fait un petit peu, ça fait débattre, ça fait discuter. Les maillots, c'est toujours un peu un événement. On s'est fait souvent débattre déjà parce qu'on le sort trop tard, on est les derniers à le sortir alors que tous les clubs l'ont déjà. Ouais. Il y a toujours de quoi se plaindre. Et puis après, c'est toujours un élément qui est attendu. C'est quand même quelque chose auquel les gens sont assez attentifs. C'est un élément, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant vraiment qui change chaque année. Dans chaque club, il y a toujours un nouveau design. Et notamment, ce qui a pas mal fait parler cette année, tu l'as dit, c'est la diagonale que toi, notamment, tu as jugée assez basse. J'étais assez d'accord avec toi. Et finalement, c'est un cas assez rare dans l'histoire du club. Quand tu regardes un petit peu les maillots qu'on a eu auparavant, je pense que c'est vraiment la fois où elle est descendue le plus bas. Donc, en soi, il est pas. Moi, je le trouve pas forcément moche, le maillot, mais c'est juste plus que ça correspond pas un peu à ce qu'on attend d'un point de vue historique, quoi, à ce qu'on aime, à la façon. Moi, j'aime bien la diagonale qui va de l'épaule au coin dans la diagonale, tout simplement. Donc voilà, c'est exactement. C'est à manier avec prudence. Il y a une belle dominante de rouge que j'aime bien au niveau des épaules, etc. Mais c'est un petit peu dommage de perdre cette belle diagonale. Ouais, et justement, en plus, on a profité de l'occasion aussi du concours lancé par le club et par Kappa, qui était en plus, Boris, une chouette initiative pour le coup, et qui a en fait proposé donc à qui voulait, aux supporters et aux autres, de faire une proposition du maillot de Monaco, donc un maillot domicile bien sûr, avec une belle petite récompense en plus à la clé, puisque le maillot allait être confectionné, le maillot vainqueur serait confectionné par Kappa et offert et remis lors d'un match où le vainqueur serait invité. Quand ça, on ne sait pas, parce que ça risque de prendre un petit peu plus de temps que cette histoire. J'espère que le vainqueur n'est pas pressé. Voilà, qui pourra sortir de chez lui, évidemment. Mais effectivement, voilà, c'était une initiative vraiment très très sympathique. On aurait bien aimé participer, Boris, mais... Oui, mais il faut connaître ses compétences. Mais effectivement, il y a des gens qui ont du talent pour faire du design. Il y a des gens probablement là-dedans dont c'est le métier aussi. Et effectivement, on avait des propositions sympas, d'autres moins, mais en tout cas, c'est sympa d'animer un petit peu la communauté comme ça, de proposer des choses. Est-ce qu'eux, ils en tireront une inspiration pour le maillot de l'an prochain? Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, c'était sympa et ça a permis de voir des jolies choses. Et surtout, ce qui était important, c'est que finalement, c'était
principalement, j'ai envie de dire, en tout cas a priori, plutôt les supporters de Monaco qui faisaient leur choix, qui votaient pour ce maillot, puisque c'était le schéma, enfin le concept qui recueillait le plus de likes sur Twitter était désigné vainqueur. Donc pour cela, le club a désigné 10 propositions qui lui ont été faites. Et donc ces 10 propositions-là, nous, on va revenir dessus justement, Boris, on va en parler, on va dire ce qu'on a aimé sur ces maillots ou ce qui nous a moins plu. Et puis vous pourrez, chers auditeurs, également suivre cette sélection de maillots puisque on vous la passera à l'écran lorsque ce sera le moment, justement. Mais du coup, voilà, on profitait un petit peu de cette occasion pour lancer enfin notre émission sur le maillot. Et sans plus tarder, Boris, commençons un petit peu par l'histoire de ce maillot monégasque. On a parlé de la diagonale, évidemment, puisque c'est l'élément, le symbole même de l'ASM. Pourtant, ce maillot n'a pas toujours été comme ça. Ouais, effectivement, l'histoire, elle est assez connue quand même, mais on va la rappeler. Je pense que beaucoup de monde est au courant de l'histoire de la diagonale qui est associée à la princesse Grace, qui serait à l'origine de ce design-là, qui aurait vraiment proposé ce design-là. Elle apparaît en 1960. Avant ça, effectivement, on avait d'autres maillots. Un qui est un petit peu connu quand même, c'est le maillot complètement rayé rouge et blanc, donc avec des rayures verticales. Qui peut faire penser un peu plus récemment. De toute façon, c'est un maillot qu'on a réédité notamment en 2006 Ouais. en mode hommage, mais qui pourrait faire penser au maillot de la SCAN notamment. C'est ça. Il n'y a pas des clubs anglais type Southampton, Sunderland, voilà ce jeu de maillot-là un petit peu. Donc c'est vraiment l'époque. Et ce maillot-là, il avait été, de ce que j'ai pu trouver comme information, il avait été mis en place dans les années 50. Donc il a vécu une petite dizaine d'années, un petit peu plus. Parce que du coup, les deux maillots vont continuer à cohabiter un petit peu dans les années 60. Avant ça, avant les années 50, c'était beaucoup plus erratique. On peut voir pour les vieilles photos qui sont arrivées jusqu'à nous, il y a un petit peu de tout. Il y a des maillots blancs, il y a des maillots foncés. Donc voilà, c'était vraiment une autre époque. Je pense que alors on devait sûrement retrouver quand même pas mal de rouge et blanc, mais j'imagine que c'était un enjeu moins important à l'époque. Ça va sans dire, c'était des époques où on vendait pas forcément les maillots. L'important, c'était juste d'avoir des jeux de maillots qui se distinguaient bien avec l'adversaire. Mais voilà, il y a ce premier maillot installé dans les années 50. Et puis, pour commémorer notamment la victoire en coupe en 1960, il y a la princesse qui va venir avec une idée, avec un nouveau design et qui va proposer, et puis même, je dirais presque imposer cette fameuse diagonale. Ouais, effectivement, tu parlais de ces conflits de couleurs. On peut déjà rappeler en plus que à cette époque-là, finalement, ce sont surtout le règlement impose au club à domicile de changer de couleur de maillot si celui-ci entre en conflit avec le club qui vient jouer, donc qui est en déplacement. Et c'est vrai que ça a beaucoup joué sur vraiment le manque un petit peu d'identité, ou en tout cas cette lenteur à vraiment trouver une identité au niveau du maillot, puisque Monaco a beaucoup changé à ce moment-là. Et tu le rappelais, c'est vrai que rouge et blanc étaient des couleurs assez fréquentes à l'époque en plus. Et tu as vraiment insisté sur ça, et c'est vrai qu'il y a un club un petit peu voisin entre guillemets, parce qu'il était aussi très important en France, hein, c'est la SCAN qui a exactement le même maillot, ce rayé rouge et blanc. Donc effectivement, l'initiative de la princesse Grace, un petit peu poussée aussi par le prince Régnier, est d'autant plus importante qu'elle permet vraiment d'ancrer, ou en tout cas d'asseoir une autre identité à l'AS Monaco avec cette diagonale. Et c'est vrai que c'est Michel Hidalgo notamment qui en parlait dans l'équipe dans une vieille interview, où il était convié par la princesse qui lui avait présenté son concept, et ça lui avait bien plu, ça avait beaucoup plu aux autres joueurs. Donc on faisait suite à la victoire face à Saint-Etienne en Coupe de France, 4-2, donc en 1960, et ce maillot est adopté l'année suivante. Et là, Boris, il y a un événement marquant, forcément, en 1961, c'est le titre de champion de France, le tout premier de l'histoire, qui entérine cette diagonale. Ouais, effectivement, c'est un maillot qui va vraiment porter chance, parce que dès la première saison, il va être sacré. Donc le maillot rayé pour cette dernière saison, presque, on pourrait dire, aura eu la Coupe de France. Le maillot à diagonale aura eu le titre pour sa première.
C'est un petit peu plus complexe, hein, comme je l'ai dit, parce que le maillot rayé, il va continuer à faire des apparitions. C'est pas forcément clair exactement à quel moment le passage de l'un à l'autre est vraiment entériné. Mais voilà, ce maillot à diagonale, effectivement, il est du coup, il est vraiment marquant de ce premier titre aussi en 1961, dont on a déjà pas mal parlé, notamment dans les équipes, nos émissions sur les équipes types, où du coup on a célébré, on s'est remémoré pas mal des joueurs de ces équipes-là. Époque bénie, puisqu'il y aura un doublé également en 1963, avec une coupe et un championnat. Donc, l'AS Monaco était enfin lancé, on pourrait dire, à la fois sportivement, mais aussi identitairement. Ouais, identitairement d'autant plus forte que la diagonale est protégée, qui plus est. Donc c'est un droit à l'image ou quelque chose comme ça, enfin une propriété intellectuelle. Mais par exemple, on se souvient, je sais pas si tu te souviens, il y avait Brest qui à une époque avait présenté un maillot similaire, voilà, avec. Je me souviens pas, et c'est marrant parce que je me suis même posé la question en fait. C'est vraiment. Je sais pas combien il y a d'équipes qui ont des maillots à la diagonale finalement, même dans le monde, j'ai envie de dire, mais il y en a pas beaucoup que j'ai pu retrouver de tête en tout cas. Et c'est vraiment un motif qui est quasi exclusif à l'AS Monaco, effectivement, dans le monde du foot, et qui est tout de suite identifiable à l'AS Monaco, quoi. Surtout, alors, avec diagonale rouge et blanche, c'est évident, mais autant les jeux de rayures, je pense que c'est difficile de faire quelque chose de vraiment. Tu vois, les rayures rouges et blanches, on a tout de suite pu trouver d'autres exemples, et puis il y a très peu comme ça, je pense, de templates de maillots qui soient aussi exclusifs à un club. Oui, absolument. Il y a évidemment une diagonale avec le maillot de River en Argentine, mais qui est différent puisque c'est plus une sorte de bande. Qui est très marquante aussi, effectivement. Voilà, tout à fait, c'est vraiment iconique. Mais je voudrais. Il y a le Pérou, mais en fait, il y a le Pérou a la même chose que River Plate un petit peu. Ouais. Ce qui fait déjà deux équipes. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il arrive que le FC Cologne a pu porter des diagonales dans l'histoire en Allemagne. Il me semble. Je crois. J'avais cru lire ça. Alors c'est vrai qu'à l'étranger, du coup, le maillot n'est pas forcément protégé. C'est-à-dire que d'autres clubs peuvent effectivement. Voilà, effectivement, j'ai trouvé un maillot de foot de Cologne. Voilà, mais c'est un thème qui est revenu peut-être une fois. Voilà, quoi. C'est pas. Mais c'est vrai que voilà, pour le coup, c'est vraiment iconique de Monaco. Et effectivement, il y avait eu, donc c'était dans les années 2010, dans ces fin de la décennie 2000, je crois, qui avait eu ce plagiat entre guillemets brestois. Donc avec Nike, c'était en 2012, voilà, avec un magnifique sponsor La Potagère en plein sur le ventre. C'était très beau. Alors, je viens de trouver là. Voilà, effectivement, et c'est là qu'on a appris en fait que le maillot, la diagonale, était protégé en France et qu'aucun autre club ne peut arborer ce type de maillot-là sur un terrain. Donc, ce qui est plutôt. Peu importe la couleur. Alors. Ça, c'est une bonne question. J'imagine que le croquis. Parce que je vois que le Brest était rouge et blanc, quoi. Ouais, le croquis prend en compte la couleur. J'imagine que. Parce que j'imagine que quelqu'un veut une diagonale avec un vert et rouge. Je vois pas ce qui pourrait l'en empêcher, quoi. Mais voilà. Mais c'est vrai que même quand je cherche des maillots à la diagonale, c'est souvent la bande, en fait, diagonale qu'on peut retrouver. Rennes l'a fait, notamment. L'Inter, le Barça, souvent sur des maillots extérieurs, d'ailleurs. Mais la diagonale, vraiment le maillot coupé en deux comme ça, j'ai pas vraiment trouvé d'autres exemples. Non, c'est vrai que c'est vraiment très très rare. Voilà, c'est cet exemple de Cologne qui avait arboré une jolie diagonale également. Mais voilà, en France en tout cas, c'est une propriété exclusive à l'AS Monaco, ce qui du coup renforce encore une fois cette appartenance. Et ce qui en fait finalement aussi la beauté et un peu son intemporalité, c'est que finalement c'est un maillot qui ne bouge pas ou très peu en fin de compte. Et c'est là aussi entre guillemets l'écueil. C'est à la fois pour les équipementiers de le moderniser. Sans le trahir, quoi.
Il y a un petit truc, on a même pas parlé parce que ça peut sembler évident. Les couleurs, forcément, le rouge et Oui. blanc, c'est les couleurs de Monaco. Oui. J'ai cherché à savoir quand même ce que ça pouvait avoir éventuellement comme signification dans l'histoire. C'est les couleurs de la maison Grimaldi, hein, tout simplement. En fait, ce que j'ai pu trouver, je sais pas à quel point c'est fiable, c'est que c'est tiré des couleurs de la ville de Gênes, en fait, à la base, puisque les Grimaldi étaient une famille génoise. Et je sais pas si vous voyez un petit peu le drapeau de la ville de Gênes. En fait, il ressemble un peu au drapeau de l'Angleterre. La croix rouge sur fond blanc. On peut le voir, je pense, notamment il me semble, dans l'écusson du Génois, notamment. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc voilà, c'est le drapeau de la ville de Gênes, c'est ces couleurs qui auraient donné les couleurs de Monaco, plutôt sous forme de losanges, hein, notamment les losanges bien connus, qui sont encore plus difficiles, même si certains ont essayé à adapter sur le maillot de foot. Mais voilà, du coup, c'est pour la petite histoire des couleurs. Ouais, mais en tout cas, ce premier maillot, tu parlais d'armoirie, le premier maillot, il en reste encore une trace aujourd'hui dans la symbolique, dans l'héraldique, si je puis dire, de l'AS Monaco. Ouais, tout à fait. C'est vrai que le logo que tout le monde a en tête, qui a un petit peu changé lui aussi au cours du temps, il y avait eu notamment sous les Russes, hein, il y a eu un rafraîchissement, on peut dire ça comme ça, du logo. Je sais plus exactement si c'était en D2 ou peut-être quand on est. C'était C'est quand on remonte. Dernière année en Ouais. D2, il me semble. Il me semble que c'est au peut-être même qu'on moment l'applique qu'il que l'année qu'on remonte. Ouais. il annonce avec Falcao, je crois, pour essayer que ça passe mieux, je pense. Et effectivement, ce logo aussi longtemps en tout cas que je me souvienne, il a toujours ces bandes. Il y a 3 bandes rouges du coup au milieu de 4 bandes blanches qui du coup sont un écho à cet ancien maillot des années 50-60. Pour le coup, les bandes ont disparu du maillot, mais elles sont restées dans le logo. Logo qui a d'ailleurs très très peu bougé, hein, au fil des ans, puisqu'il il a très vite adopté une forme presque définitive, j'ai envie de dire. Dans les années, jusqu'aux années 70, c'était un logo sans la couronne, mais qui conservait déjà la même forme, en tout cas la forme de la partie basse du logo. Donc on pourrait, je sais pas exactement qu'on pourrait la qualifier, j'ai pas forcément le terme technique, et puis c'est à partir des années 70 qu'il se dote également de la couronne qui rappelle là aussi la principauté, donc qui est assez classe. Ouais, on avait d'abord aussi l'inscription ASM, ensuite on a eu ASMFC, et c'est vrai qu'avec l'ère russe, on a maintenant AS Monaco, donc c'est vraiment, on insiste aussi beaucoup là-dessus, sur Monaco, parce que c'est l'image aussi de la principauté qui est véhiculée à travers ce logo. On peut quand même se féliciter d'avoir un logo qui aujourd'hui est quand même plutôt joli, je trouve quand même, et qui surtout est plus moderne, mais n'épouse pas les canons actuels qui consistent à mettre l'initiale du mot, du nom de la ville, du club, comme on pourrait voir Juventus avec un J stylisé, Nantes avec un L. On pourrait avoir un M stylisé pour Monaco aujourd'hui. On peut se féliciter de n'être pas allé sur ce terrain-là quand même, je pense. Ouais, et puis tu parlais du Monaco en gros, ça peut faire penser aussi au PSG qui, quand il a modernisé son logo de la même façon, a mis Paris beaucoup plus en avant que Saint-Germain. Il y a une vraie stratégie de communication, de marketing autour de villes qui en elles-mêmes ont des significations fortes, quoi. Et c'est sûr que la marque Monaco a sûrement beaucoup plus de valeur, de résonance à l'international que ASM ou ASMFC. Même si chez nous, en tout cas, c'est sûr que c'est assez évident, le lien est assez évident, mais à l'étranger, on peut imaginer que ça a beaucoup plus de liens. Après, le logo, je sais pas, on s'y est habitué, je pense. Moi, j'étais pas forcément fan. L'écriture comme ça, je la trouve pas forcément très très gracieuse. Je trouve que ça fait beaucoup de texte finalement. Après, le ASMFC, quand tu le regardes, il est quand même vraiment daté. Oui, Donc, c'est ça. j'ai du mal à dire que je le préfère. Quand on le regarde aujourd'hui, ça file un coup de vieux. Donc, Je suis assez d'accord, ouais. Donc voilà. Ouais, Et après, tu parlais d'un maillot qui n'était pas facile à gérer pour les équipementiers parce que difficile à faire évoluer au fil des années. Faut dire que la diagonale, je pense, est une vraie contrainte aussi sur les maillots. C'est peut-être pour ça que elle n'est pas adaptée plus souvent, mais finalement, ce maillot coupé en deux à cet endroit-là, probablement pas facile à gérer au niveau, que ça soit au niveau sponsor, au niveau flocage dans le dos, au niveau des couleurs. On sait que ça pose problème en Coupe d'Europe, notamment, régulièrement, puisque l'Europe l'UEFA demande un dos qui soit complètement uni. Et on regarde
c'est pas toujours évident à gérer, je trouve, au niveau du sponsor qui est vraiment sur le torse, quoi. Parce que, notamment à des époques où aujourd'hui on a peut-être des polices un peu plus travaillées, où on peut se cercler de noirs, etc., et où ça passe mieux, mais à une époque, on avait plutôt c'était soit blanc, soit noir, quoi, et du coup, c'était pas facile à gérer. Oui, on avait surtout des sponsors, nous, dans les années 80, qui se tenaient uniquement sur la partie rouge, donc Exactement, ouais. qui était en blanc, qui faisait un contraste, mais qui était vraiment Pas très tout à fait décalé. centré, ouais. Exactement. Voilà, Ouais. tout à fait. Donc c'est vrai que il y a clairement l'idée d'une contrainte, mais là aussi, on peut quand même remarquer que finalement, l'époque allant, le merchandising, finalement, n'a pas fait beaucoup bouger ces contraintes-là. Clairement, le club ne remet pas ça non plus en question, ne remet pas la diagonale en question, on peut le voir. Même si, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, avec les deux maillots récents de Nike et Kappa cette année, il y a eu une évolution vraiment significative de cette diagonale. Ouais, c'est vrai qu'il y a des clubs qui jouent beaucoup plus que ça, sûrement, avec leur code. On peut penser au Barça qui fait parfois un petit peu n'importe quoi avec son maillot, avec des bandes horizontales ou avec un damier. On peut penser à l'OM aussi qui parfois met une croix, parfois n'en met pas, parfois met des traits fins, des espèces de liserés tout au long de son maillot. Monaco, beaucoup plus traditionnel pendant longtemps. Il y a peut-être une inflexion, effectivement. Il faut dire aussi que c'est souvent ce qui fait un peu vendre les maillots, quoi, c'est de les changer suffisamment d'une année sur l'autre pour que tu n'aies pas l'impression de racheter le même. Tu es toujours obligé d'essayer de créer des contrastes d'une année sur l'autre, ce qui a à Monaco pas si souvent été le cas, finalement. Non, c'est vrai, historiquement. Après, il faut dire que c'est sûrement pas un énorme enjeu équipementier Monaco par rapport à d'autres clubs, alors peut-être un peu plus pour un Kappa finalement, mais pour un Nike, on était clairement dans leur chapeau 2 voire 3 des clubs qu'ils avaient, quoi. Oui, au final, c'est aussi l'histoire des maillots de Monaco. C'est cette non-priorisation du club vis-à-vis des équipementiers. Finalement, c'est plutôt avec des équipementiers de second rang, type Kappa, Macron, qu'on a été beaucoup mieux traité, entre guillemets, qu'on a été considéré beaucoup plus, parce que quand on reprend la période Adidas, Adidas, pendant 6 ans, on a strictement le même maillot domicile. Nike commence très fort avec Monaco sur sa première saison, mais très vite se tourne aussi vers le Paris Saint-Germain, donc délaisse très vite aussi Monaco de son côté. Adidas, quand ils reviennent, ils ont déjà Marseille, qui représente un enjeu beaucoup plus important. Et grosse déception aussi à ce niveau-là, on peut redire, Boris, avec Puma, qui n'a jamais non plus, si ce n'est lors de la saison 2003-2004, parce que saison exceptionnelle, qui dit saison exceptionnelle dit vente exceptionnelle, n'a jamais vraiment non plus considéré Monaco comme un partenaire de premier rang, quoi. Ouais, Monaco, c'est sûr, a sûrement pas mal de visibilité, notamment quand il fait des bonnes saisons. Mais je pense que c'est pas un gros vendeur de maillots, ne serait-ce même qu'à l'échelle de la France. Tu as cité effectivement Marseille, Paris, c'est forcément devant, probablement que des Lyon, même des Saint-Étienne sont aussi devant. Après, bon, il y a sûrement un petit peu d'image. Je pense qu'un Nike n'était pas mécontent de nous récupérer au moment où on est remonté de Ligue 2 et où on commençait à reconstruire une grosse équipe. Après, voilà, il n'y a pas des partenariats sur du aussi long terme que vont avoir des clubs comme le Barça, comme le Real, comme même le PSG finalement, qui a une histoire assez longue, assez fidèle avec Nike, parce que ce sont vraiment des très très gros assets pour ces équipementiers-là. Monaco, de même que pour le sponsor, le sponsor maillot, hein, finalement, Fedcom, pour le coup, il y a une vraie histoire de fidélité avec ce sponsor-là, mais c'est aussi parce que on n'attire pas assez pour avoir un sponsor qui mettrait beaucoup plus d'argent. Parce que je pense que ce qu'on touche avec Fedcom est assez dérisoire par rapport à des gros clubs qui peuvent faire jouer un peu plus la concurrence là-dessus. Après, on se souvient, on avait tenté, donc c'était avec Bwin à l'époque, en 2006, pour changer un petit peu, pour attirer justement un plus gros sponsor. Mais bon, ça s'est vite ça s'est arrêté net. Voilà, raté. Mais c'est vrai que Fedcom est de suite tout de suite tant revenu. mieux, c'était moche, hein. Ouais, c'est vrai. Ce gros encadré noir là sur le maillot, c'était quand même vraiment très laid. Mais voilà, depuis on n'a jamais quitté Fedcom, même si c'est ce qui se disait à l'époque, et notamment au moment de la remontée en Ligue 1, que Rybolovlev voulait un sponsor un peu plus important, qu'on essayait d'attirer quelque chose de plus gros,
pour ramener justement plus d'argent dans la caisse. Et le constat a été fait que finalement, il n'y avait pas foule non plus au Portillon hein, là-dessus, sur le sponsoring. Bah oui, on est un peu coincé comme une équipe qui a parfois de belles équipes, mais qui voilà, n'aura jamais cette renommée-là. Bah déjà parce que sur le bassin de population en lui-même, il n'y a pas forcément assez de monde, et du coup, c'est pas une marque assez forte pour être pérenne. Même quand les saisons sont mauvaises, quoi. C'est-à-dire que Monaco, dès qu'une saison se passe mal, ça passe vite sur Bein le samedi à 20h avec une audience un petit peu confidentielle et on n'en parle pas trop, quoi. Là C'est où finalement, même dans des mauvaises saisons, le PSG et l'OM, c'est toujours probablement assez rentable parce que c'est des équipes que tu vas continuer à voir régulièrement à la télé, quoi. Donc, Ouais, et si ça va pas, on organise des SOS PSG au pire. Voilà. Je pense à ça parce que cette radio a été sponsor du club justement, puisqu'on parlait des sponsors. Et, voilà, RMC a été le sponsor du club avec une très très belle réédition de ce maillot-là justement des années 70, donc qui était à l'époque confectionné par Le Coq Sportif. Et donc voilà, cette belle réédition du maillot par Copa et non pas Kappa, qui a séduit énormément de gens, nous compris, puisqu'on s'est rapidement rué dessus, Boris. bah pas moi. C'est toi qui l'as acheté. Oui, c'est vrai. Mais, peut-être Adrien, je sais plus. Ah, tu croyais que tu l'avais acheté? Non, je l'ai pas acheté. J'ai hésité un petit peu. En fait, j'ai plutôt pris des trucs Kappa. J'ai pris la veste de Survêt, hein, notamment, hein, que j'aimais bien. Ce maillot RMC, je l'aime bien, mais c'est pas plus que ça non plus. Finalement, le sponsor et les logos noirs, je suis pas si fan que ça. Pour avoir revu un petit peu tous les maillots de l'histoire pour travailler cette émission, c'est pas tellement ce que je préfère finalement. Je me suis rendu compte que j'avais une vraie préférence pour juste après, quand tout ça devient blanc finalement. Encore une fois, c'est presque une histoire d'esthétisme, mais le RMC comme ça avec le R qui traverse au milieu de la diagonale, on chipote, hein, mais je suis pas. Non, je suis pas si fan que ça. Après, je peux te rejoindre. Je pense qu'effectivement, le maillot aurait pu éventuellement être sans sponsor, même directement, ou alors effectivement un autre sponsor blanc. Mais c'est vrai que c'est plus pour la coupe et effectivement un autre. On va dire un autre design qui soit assez marquant, c'est les deux manches blanches, quelque chose qu'on a abandonné depuis très très longtemps et qu'on a un petit peu retrouvé récemment, mais pendant c'est quasiment pendant 2 voire 3 décennies, on a eu la manche rouge et la manche blanche, alors que à l'origine c'était vraiment uniquement sur le torse que la diagonale se faisait et que les manches n'étaient pas impactées, on va dire, par cette diagonale. Mais justement, écoute, je propose qu'on parle directement des maillots qu'on préfère, si on remonte un petit peu, justement, ce qui nous permettra de les aborder aussi un petit peu plus en détail. Boris, les maillots dont tu parlais, c'est justement ces maillots Coq Sportif des années 80, avec les sponsors blancs, et qui se distinguent justement par ces deux manches blanches. C'est quelque chose qu'on a revu, à notre grand plaisir, je dois dire, je pense, un maillot qui a fait l'unanimité, et c'est un maillot que tu as mis aussi dans tes maillots préférés, qu'on a revu en 2014-2015 avec le partenariat de Nike, le retour de Nike à Monaco. Vraie réussite pour ce retour, je trouve. Ouais, effectivement, la petite différence, elle se ferait plus au niveau du col qui lui était rouge, là où dans le passé il était plutôt blanc. Mais effectivement, Nike avait fait un maillot, un petit côté rétro, qui était plutôt sympa, j'avais trouvé pour comment dire, pas le renouvellement justement, mais le retour de ce partenariat, puisqu'on avait déjà eu Nike dans le passé, hein. On les a eu, je sais plus, attends, j'avais noté ça quelque part, on les a eu dans les années les années Wenger, quoi, le début des années Wenger, 88, 89, 90. Donc finalement pas une si grosse période, mais je trouve que à l'époque je trouvais que c'était un signe notamment aussi d'un Monaco qui revient en premier plan, quoi, qui revient avec un partenaire vraiment de gros calibre là-dessus. On connaît de toute façon dans l'industrie du maillot, il y a 2 gros bonnets, c'est Nike et Adidas, il y a Puma un petit peu derrière, et puis après on est vite sur du plus confidentiel, et Macron, honnêtement, moi c'était vraiment pas ça faisait pas rêver. Ouais, voilà, j'étais vraiment pas fan de ça.
On était à 2 doigts du Joma ou du Baliston. Euh, non, voilà, retrouver du Nike, c'était sympa. Et en plus, ils nous avaient sorti un jeu de maillot qui était plutôt pas mal cette année-là. Le bleu de Coupe d'Europe était pas mal aussi. Et ouais, le domicile que j'avais acheté, que j'avais pu avoir sans sponsor en plus, était vraiment pareil. sympa. Il avait un petit côté rétro. Un des trucs que j'avais pas aimé, c'était la Coupe d'Europe notamment avec certains flocages qui étaient assez dégueulasses cette année, les flocages dans le dos notamment, où je sais pas si ça avait pas été bien préparé, pas bien anticipé, mais voilà, c'est vraiment pour chipoter là-dessus. On avait des flocages qui ressemblaient à rien en Coupe d'Europe, mais sinon ce maillot était plutôt sympa et ça reste mon préféré des Nike qu'on a eu finalement. Ah, c'est vrai qu'on a l'UEFA a laissé une vraie liberté pour les flocages justement, donc chaque club arbore un petit peu le flocage qu'il a envie d'arborer, qui d'ailleurs on peut trouver d'ailleurs en boutique maintenant, on peut les demander ces flocages-là. C'est vrai que je suis pas non plus fan, moi non plus. Je préfère les flocages LFP classiques, je les trouve très bien. Voilà, j'aimais bien les gros flocages de l'époque des années 2000 qui est un petit peu mieux encore. Mais ouais, non, effectivement, ce côté rétro, d'ailleurs, si on peut signaler avec Nike sur les 4 saisons, si je dis pas de bêtises, 4, qu'on a fait avec eux récemment, il y a quand même 3 maillots aux manches blanches pour un seul avec une manche rouge. C'est ce maillot notamment avec la diagonale basse qui a été une vraie évolution quoi, en tout cas et sans doute un gros point d'Annie Croche. Effectivement, alors je sais pas forcément quelle est l'opinion totale des supporters. Je pense qu'il y en a que ça dérange pas, il y en a qui aiment pas, mais j'imagine que les maillots font rarement tous l'unanimité. Mais effectivement, voilà, je suis plutôt team diagonale haute, ou en tout cas diagonale, bien en diagonale, bien respecté. Voilà, Nike, ils ont lancé ce trade-là. Kappa s'est mis un petit peu dans ces pas-là aussi cette année. Voilà, moi je suis pas fan à part. J'aime bien la surdominance du rouge, ça je dois avouer. Mais mis à part ça, je suis pas vraiment friand de ces maillots-là. Non, c'est vrai que ça en plus ça a le don un petit peu de m'énerver, vous le savez, c'est un petit gimmick aussi qu'on a sur cette histoire de diagonale, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Je considère vraiment pas que c'est une diagonale en plus pour le coup. Donc voilà, c'est vrai que c'était deux déceptions à ce moment-là, et d'ailleurs je me refuse d'acheter ces maillots, en tout cas tant qu'ils présentent une diagonale basse, c'est clair et net. Geste fort. Ouais, un geste fort, ça fait réfléchir, comme dirait l'autre. Mais je ne fais même pas en sueur. Voilà, je ne fais même pas les jeux concours pour essayer de le gagner, tu vois, pour te dire. Ah ouais, d'accord. C'est que là, t'es vraiment... Voilà, ouais, complètement. Mais c'est vrai que, qui plus est, l'achat d'un maillot, pour moi, c'est aussi beaucoup la valeur, voilà, l'esthétique de la chose. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, je n'ai pas acheté de maillot et j'ai recommencé à acheter les maillots aussi avec Nike en 2014 parce que j'avais eu un coup de cœur énorme pour ce maillot-là. Tandis que les maillots Macron, les maillots Puma, franchement, ils me plaisaient vraiment pas depuis 10 ans. Donc j'en avais pas acheté, que ce soit aussi bien les maillots domicile que extérieur. Donc c'est vrai que j'avais fait l'impasse. Et voilà, donc c'est vrai pour moi, pour acheter un maillot, il y a aussi beaucoup une valeur esthétique quand même. Je sais pas si tu raisonnes de la même façon. Ouais, disons que moi j'aime bien, souvent je les achète en promo les maillots, ça me fait chier d'acheter des maillots à 80 ou 90 balles, donc souvent j'achète ce qui tombe en promo finalement, et j'en ai acheté même dont j'étais pas forcément fan, mais pour le côté un petit peu aussi collectionneur finalement. C'est vrai que j'ai longtemps fait l'impasse aussi, j'en ai acheté pas mal quand j'étais gamin. Quand j'étais ado, j'ai un peu arrêté effectivement ces périodes Puma et alors j'ai fini par acheter du Macron, mais c'est notamment à l'époque Puma finalement sur laquelle j'ai un peu fait des impasses, alors que je les aime bien pourtant finalement ces maillots-là. Et à Nike, j'en ai acheté pas mal, et pour l'instant les Kappa j'en ai pas encore racheté, mais ça pourrait venir. Voilà, c'est au feeling selon l'occasion qui se présente. Il y a d'autres maillots, puisqu'on parlait aussi de Puma, des maillots qui ont été un petit peu iconiques, forcément. Le maillot de la saison 2003-2004 qui avait une particularité et quelque chose que moi je trouvais personnellement vraiment dingue, c'était ce col
complètement asymétrique, Mm. avec cette petite fente là sur la gauche. Enfin, je trouvais que c'était absolument extraordinaire. Voilà. Ouais, c'est marrant parce que c'est un maillot finalement assez banal à part ce trait-là. Il est vraiment très très lambda, à part ça, il est tout simple. Mais effectivement, il y a ce col qui ressemble presque à une bulle de bande dessinée. Je sais pas si c'est un peu l'impression que ça me ouais. fait. Et qui effectivement le distingue, le rend tout de suite reconnaissable. On imagine tout de suite la tête de Marco Simone sortir de ce De Fernando maillot-là. Morientes, tu veux dire? Oui, putain, j'ai dit Marco Simone. Oui. Ah ouais, non, rien à voir. Et c'est parce que j'ai le maillot de 2000 sous les yeux en même temps. Non, ouais, de Oui. Fernando Morientes, effectivement. Parce que Marco Simone n'était plus là. Oui, justement, en parlant de Marco Simone, bah, là, tu fais référence donc au maillot de 2000, et là, c'était à nouveau Kappa. Kappa qui avait en plus apporté une vraie nouveauté sur ce maillot monégasque à l'époque, et pour le coup, qui était vraiment très beau, avec une diagonale là aussi qui était un petit peu rabaissée par rapport à ce qu'on avait, qui n'allait pas vraiment jusqu'en haut de l'épaule. Hein. Ouais, bah parce que Kappa, en fait, a vraiment mis. Je pense que c'est dû à leur manche où ils avaient cette particularité d'avoir leur logo, en fait, qui descendait tout le long de la manche, qui était comme ça imprimé plusieurs fois tout le long du bras finalement, et qui du coup il fallait un petit peu avoir les manches de la même couleur, en tout cas il fallait du rouge, et du coup je pense que c'est ça qui fait que effectivement la diagonale elle est plutôt jusqu'à l'aisselle que jusqu'à l'épaule. Et en même temps voilà, moi c'est des maillots que j'aime bien ces épaules rouges. Je trouve finalement c'était un assez bon compromis de la diagonale et des épaules. Cette diagonale n'était pas non plus trop basse finalement. Mais voilà, c'est des maillots, notamment le plus beau, il y a 3 saisons avec Kappa à l'époque, le plus beau c'est vraiment celui du titre, ça tombe bien. Mais cette année-là, moi il y a même les 4 maillots finalement, je suis amoureux de ces 4 maillots de la saison 2000, c'est assez rare je crois d'avoir un jeu de maillot aussi beau finalement. Alors peut-être que les victoires elles rendent les maillots plus beaux, je sais pas, parce que Ça finalement doit certainement un petit peu jouer, oui. on cite des maillots pour l'instant qui est finalement sur des saisons qu'on aime bien, mais voilà, moi je pense que c'est mon maillot préféré de toute l'histoire de l'AS Monaco, c'est le maillot de 2000 de Kappa. On parlait du col de maillot de 2003-2004. Pour le coup, le maillot de la saison 2000 était un vrai problème, puisqu'il était quand même très très proche du cou, ce qui gênait les joueurs, et du coup ils ont vraiment insisté pour que Kappa modifie ça l'année suivante. L'autre chose qu'on peut voir sur ce maillot-là, c'est un liseré qui sépare le rouge du blanc, et ça c'est une vraie nouveauté aussi qu'inaugure Kappa sur ces maillots-là, donc plutôt bienvenu parce que c'est effectivement très discret, et en même temps l'effet est vraiment réussi. Bah effectivement, c'est plutôt il était gris hein, je pense si, Oui. je dis pas de C'est ça, ouais. de bêtises, c'est plutôt bien réussi finalement, effectivement. Est-ce que c'est fait pour. C'est aussi le début finalement du sponsor blanc qui commence à empiéter sur la partie blanche. Et peut-être que ce liseré, il est là un petit peu pour aider cette transition-là. C'est aussi permis par des sponsors qui maintenant sont toujours en blanc, mais du coup sont plus avec une police qui est cerclée de noir. Et du coup, ça permet aussi de mettre un sponsor un peu plus au centre du maillot, et c'est ce qui est fait sur ces premiers maillots-là de Kappa. Alors tu parlais, on va encore rester sur cette année 99-2000, mais là aussi il y a quelque chose que propose Kappa, et on n'en a pas encore parlé, c'est le short. Il y a une vraie innovation, c'est que Kappa décide de prolonger la diagonale, le motif de la diagonale sur le short, ce qui crée là aussi un effet absolument sublime. Donc clairement, il y a une homogénéité, une harmonie qui se dégage de tout cet ensemble, qui rend vraiment la chose vraiment magnifique. Donc pareil, Kappa, voilà, sur 2 saisons, va proposer ce motif-là. Je suis un peu moins fan, ça, je dois confesser, parce que déjà, il n'y a pas de continuité, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au même endroit, quoi. Forcément, la diagonale, vu qu'elle se termine au bas du maillot, elle peut pas repartir sur le short, donc elle part à un autre endroit. En revoyant les images, c'est un truc que j'aime moins. Je suis plutôt short uni pour le coup. Et je sais pas, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'exemples de shorts bicolore comme ça. Il peut y avoir forcément des liserés sur un short, mais guère plus que ça, quoi. Alors par contre, ce qui est aussi intéressant de noter, tu parlais de short uni sans forcément préciser la couleur, mais il faut quand même souligner aussi que ce qui a été souvent associé au maillot rouge et blanc, c'est un short rouge et des bas rouges, et c'est quand même beaucoup plus récemment qu'on a eu des shorts blancs avec des bas blancs.
Donc c'était aussi important de le noter. Mais voilà, tout ce qui était décennie 80 et 90, bah, on jouait avec des shorts rouges. Donc c'est vrai qu'il y avait peut-être il y avait vraiment cette prédominance du rouge. Et à partir de, bah, notamment de un petit peu Adidas dans les années 90 et de Kappa, on retrouve cette prédominance un petit peu plus du blanc dans l'ensemble général, avec le bas et le short. C'est vrai, moi j'aime bien les occasions où on joue encore. Il y a des saisons encore où on joue avec le short rouge. J'en ai pas forcément en tête, mais il me semble qu'on en fait une avec Puma. Les années où on n'était pas très bon, plutôt sur la fin de Puma, Il y j'ai avait un doute. quelques matchs effectivement en rouge, ouais. Mais en fait, j'aime bien que ça soit une exception finalement. Et c'est souvent du coup quand on joue des adversaires qui vont avoir le short blanc. Donc ça arrive quand même quelques fois par saison. Mais voilà, j'aime bien quand on joue avec short rouge, mais je ne serais pas forcément pour un changement complet à ce niveau-là et que ça devienne la norme. La petite nouveauté qu'on avait eue aussi, c'était uniquement les bas rouges, et ça c'est l'année du titre en 2017 justement, ce qui était assez marquant, mais pareil, puisque la saison nous fait rendre un petit peu toutes ces choses-là un petit peu marquantes, mine de rien. Bah, c'était l'ensemble à dominante blanche avec le short, mais juste les bas rouges, ce qui était, je pense que j'ai l'impression, je crois qu'à mon avis dans l'histoire on n'a jamais fait ce genre de choses-là. Ouais, j'ai pas forcément d'autres exemples en tête. Effectivement, le short. Souvent, c'était short rouge, bas rouge, effectivement, donc ou short rouge, bas blanc d'ailleurs. Mais j'ai pas d'autres contre-exemples là-dessus, effectivement. Donc voilà. Et puis pour en terminer sur ce maillot 2000, enfin cet ensemble 2000, mais par quelque chose qui avait été aussi inauguré l'année d'avant, c'est cette diagonale bleu et jaune. Alors là, c'est quelque chose d'assez particulier, mais quand même, quelle beauté. Ouais, et c'est vrai que dit comme ça peut paraître bizarre, mais moi c'est vraiment un maillot iconique de mon enfance. Et c'est vraiment les saisons où j'ai commencé à suivre le club, et du coup j'ai presque jamais compris. Pour moi en fait c'était presque entériné comme ça, c'est le maillot extérieur de l'AS Monaco, alors que pas du tout en fait. C'est juste, ça a été fait sur ces 2 années-là effectivement, mais il n'y avait pas forcément de base historique là-dessus, il n'y en a pas eu après coup. Et voilà, pourtant c'est le premier maillot que j'ai acheté moi-même, ou que je me suis fait acheter, hein, parce que j'avais pas forcément les moyens à l'époque, mais que j'ai choisi à 8 ans en tout cas. Mais le maillot de la saison 2000, forcément, Folke Gallardo, que voilà, j'ai toujours, je rentre plus dedans, forcément. Mais j'étais fan absolu de ce maillot, qu'on a pourtant pas tellement porté finalement, de ce que j'ai pu en lire. Mais c'est vrai que c'est un maillot que j'aime beaucoup, et de pas avoir plus décliné cette diagonale en extérieur, en maillot extérieur, me laisse songeur finalement. Je me demande s'il n'y aurait pas des choses à faire. J'ai pas forcément d'idée d'autres jeux de couleurs, mais voilà, je demanderais à voir, quoi. Je serais curieux de voir. Je pense que ça pourrait être un thème intéressant. Je pense qu'on a peut-être. Enfin, c'est vrai que c'est un maillot qui a été très peu porté, et on va évoquer les raisons pour lesquelles ça n'a pas été aussi porté aussi souvent. Mais c'est vrai que cette diagonale, elle a énormément plu aux supporters. Elle a connu un vrai succès, très clairement. Et je pense, sans trop m'avancer, je pense que quand on a su le retour de Kappa comme équipementier, je pense que quand on a tous été peut-être un petit peu déçus que Kappa ne nous propose pas un revival de cette diagonale pour un maillot extérieur en bleu et jaune. Je pense qu'on l'a tous un petit peu espéré. Surtout pour nous proposer la merde bleu ciel qu'ils nous ont mis là en maillot. Ouais, exactement. En maillot third. Voilà. Et en plus, pour les 20 ans, ça aurait pu être un petit hommage. J'aime bien toujours ces histoires d'hommage comme ça sur des maillots, sur des dates anniversaires notamment. Bon, voilà, il y aurait peut-être pu avoir une occasion, je sais pas. Ouais. Alors justement, ça n'a pas été beaucoup porté parce que pour le club, ça trahissait un petit peu trop l'identité du club en termes de couleurs. Et c'est vrai que c'est l'occasion aussi, Boris, d'aborder un petit peu les couleurs des maillots extérieurs. Parce que là aussi, forcément, c'est quelque chose qui peut laisser beaucoup plus la part belle à la fantaisie et à l'inventivité des designers. Mais voilà. Pourtant, le bleu existe dans l'histoire de l'AS Monaco, mine de rien, pour les maillots extérieurs. Ouais, mais c'est vrai que notamment si on remonte à l'époque Coq Sportif, on peut retrouver des maillots vraiment bleu roi quasiment. Parce que depuis... je dirais que depuis les années 2000, on a plus souvent eu du bleu foncé ou du bleu ciel. Mais le bleu roi, finalement, s'est fait assez rare.
Il y a eu ce clin d'œil notamment avec 2015, où c'est notamment le maillot qu'on porte à Arsenal, mais qui avait aussi des manches très foncées, mais qui me rappelle un petit peu ce maillot bleu. Pour le coup, je pense si on fait pas des recherches, on n'a pas forcément ces images en tête parce que c'est pas forcément les images qui ressortent le plus. Et c'est un maillot qui est, moi, je trouve aujourd'hui assez difficilement identifiable à l'AS Monaco, mais des maillots que je trouve assez beaux finalement, indépendamment du côté culturel. Est-ce que ça ressemble à Monaco ou pas? Un maillot bleu roi très beau qui finalement ressemble au maillot de Saint-Etienne en fait. Et qui sûrement était sur le même template, la même base, c'est juste la couleur qui changeait. Oui, Mais, bien sûr. très très joli maillot finalement, je trouve. Et c'est vrai que justement le maillot extérieur Monaco a beaucoup c'est beaucoup partagé entre plusieurs couleurs, donc c'est le blanc uni, le rouge uni, et puis aussi tout ce qui était bleu et un petit peu dérivé du bleu avec notamment le noir ou des variations de bleu allant des du plus gris foncé aussi au plus clair, voilà, et donc des bleus un peu plus gris aussi. Je vous conseille aussi la lecture de Bleu de Michel Pastoureau, tant qu'à faire, c'est un très excellent livre pour ceux que ça passionne. Mais effectivement, c'est vrai que toi, Boris, c'est un des griefs que tu as, c'est de ne plus voir depuis maintenant un petit moment. Je crois que la dernière fois, ça devait être en 2015 du coup, un maillot uni, blanc ou rouge pour des maillots extérieurs ou troisième jeu de maillot. Ouais, bah c'est surtout le rouge, je trouve qu'on a vraiment plus beaucoup. Et je pense qu'on a plus depuis la fin de Puma en tout cas. Notamment le rouge. Moi j'en ai un que j'adore, c'est le 2004, celui qu'on porte à Madrid notamment. Ouais, je l'ai su. Mon premier maillot, c'est celui-là pour le coup. Voilà, je tout rouge du coup parce que maillot, short, chaussette, je trouve ça très très beau. Le blanc, on l'a eu, le 2015 était plutôt joli avec des beaux liserés col rouge, le maillot blanc avec le fait comme rouge, tout ça, il était très beau. Effectivement, j'aime beaucoup quand on a le rouge et le blanc finalement away et third. Le problème c'est qu'il faut presque quasi obligatoirement un quatrième maillot. Quand tu fais ça parce que il suffit que tu joues contre une équipe en rouge et blanc et aucun de tes trois maillots ne fonctionne finalement. Donc c'était le cas en 2004. Je sais pas avec combien de maillots différents on joue, mais on doit jouer avec 5 maillots quasiment parce qu'on a on joue avec le noir et gris à Eindhoven, on joue avec le bleu à Moscou. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, si quelqu'un a ce maillot et qui souhaite le vendre, je suis prêt à faire une offre tout à fait sérieuse. Voilà, je lance un appel. Le maillot bleu ciel de Moscou. J'adore ce maillot, je le trouve sublime. Voilà, je fais une offre, une annonce tout à fait sérieuse. Je veux pas te dire de bêtises, je crois que j'ai failli l'acheter à l'époque, mais parce qu'en plus c'était le maillot de la saison d'avant, ça aussi, non? Ah non, je confonds. Si, Puma refourguait. Non, mais Puma nous refourguait les maillots des collections précédentes. Et en fait, jamais les collections actuelles. Moi, à l'époque, j'ai failli. J'ai joué avec parce que je jouais en jeune à l'AS Monaco à l'époque. Ça devait être en Benjamin du coup. Et je l'aimais bien en fait. J'avoue, ce maillot, j'avais failli l'acheter, je l'ai pas acheté, mais maintenant, j'avoue, des années après, j'en suis vraiment revenu du bleu ciel et notamment parce que ça rappelle l'OM, mais même au-delà de ça, c'est vraiment un maillot que j'ai du mal à identifier avec nous et je suis vraiment pas fan. J'aime bien le liseré doré en fait qui s'associe avec ce bleu ciel. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que le short qu'on porte à Moscou, c'est un short de gardien, enfin le short que Flavio Roma utilisait en tant que gardien, qui était de l'année d'encore avant, pour te dire à quel point on n'était pas du tout préparé à ce genre de conflit-là. Mais oui, effectivement, on joue avec 5 maillots différents. Ouais, et bon, ma foi. C'est vrai que le rouge et le blanc sont assez communs finalement, assez communes comme couleur. Hein. Et le bleu, mine de rien, on l'a vu, hein, il y avait quand même un héritage du bleu donc dans cette période coq sportif avec ce bleu roi qui était assez beau. Mais on avait encore dans les années 80 aussi avec Adidas, on avait un quatrième maillot pareil qui était ce bleu. Parfois, comme disait, il y avait eu ces variations avec des bleus ciel, notamment dans les. Donc c'était plutôt fin des années 80. Et début des années 90, un bleu ciel, mais qui, pareil, rappelait aussi beaucoup trop Marseille et qui forcément ne plaisait pas du tout, puisque beaucoup de rivalité. Puma nous en avait ressorti un d'ailleurs à l'époque, forcément on ne l'a jamais porté. Kappa nous en a sorti un cette année, forcément j'ai gueulé. Malheureusement on l'a porté, d'ailleurs il nous a pas porté chance. Voilà. Il y avait notamment un maillot bleu ciel qui avait été fait en 92-93 par Adidas, ce qui me permet de parler des maillots extérieurs qui étaient assez sympas, à part celui-là, par Adidas, avec sur l'épaule droite, les 3 bandes en assez gros qui rendaient pas trop mal, je trouve.
J'ai un peu de mal. Je trouve que ça fait D'accord. par rapport aux coupes de l'époque, finalement, je trouve que ça manque un peu de finesse parce que la coupe des maillots était beaucoup plus large, donc c'est vrai que c'était pas, ça faisait un peu poser là comme une, voilà. Bah, en fait, ça fait beau en dessin. Après, quand tu les Ouais. vois effectivement sur certaines Mm. photos, ça rend pas forcément. Mais pour parler d'Adidas, j'aimais beaucoup aussi le maillot 92, donc avec la finale en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Ce maillot gris argenté, Mm. voilà, ça j'aimais beaucoup ce maillot-là. Je le trouvais très 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 chic. Voilà. C'est une petite chose comme ça. Et donc on parlait de ce maillot bleu qui a toujours été un petit peu là. Et finalement, qui est revenu comme deuxième jeu de maillot pour les matchs à l'extérieur, sans doute un petit peu impulsé par Michel Aubéry, donc qui était à l'époque le vice-président du coup de l'AS Monaco, qui était aussi pendant très longtemps le président de la section amateur de l'ASM. Mais voilà, c'est le bleu finalement avec Macron, justement, c'est vraiment imposé, entre guillemets, comme la deuxième couleur de l'ASM pour les maillots extérieurs. Ouais, j'étais vraiment pas fan, notamment celui de la première année, qui est pour le coup un vrai bleu roi. Mais bleu roi avec du rouge comme ça, j'étais pas forcément fan. Autant à la limite le noir et le blanc qu'on pouvait avoir cette année-là passaient à peu près. Mais le bleu et puis celui qu'on a l'année d'après aussi, qui est un peu plus foncé, il me semble, et qui a du rouge et blanc notamment. Ouais. Ça rendait pas terrible, on aurait dit un Ouais. vieux coup de peinture là. C'est ça, ouais, ça c'était un peu, il y avait ça, c'était pas très fin non plus, ouais, au niveau du design, ouais, mais depuis, en tout cas depuis de la saison 2010-2011, donc avec cette apparition du maillot bleu en maillot extérieur, on l'a eu quand même jusqu'à la saison 15-16 avec ce bleu sombre, très sombre qu'on avait cette année-là. Et puis derrière, on a un maillot crème la saison du titre, voilà. On a aussi un Le maillot vert, vert, avec ouais. le bleu pyjama, alors que toi tu as fini par acheter ce bleu gris là Nike Ouais, le gris, ouais. que j'aimais pas du tout pour le coup. Le vert Nike, alors qui était une vraie nouveauté, mais qui était assez classe quand même. Ouais, le maillot en soi était pas moche. Je voyais pas trop l'intérêt de faire du vert, mais Oui. Ouais. pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, cette période bleue a un petit peu a duré quelques années. Là, on est reparti sur des couleurs. Voilà, on reste sur des couleurs un peu plus sombres, un petit noir, bleu, donc ce vert. Voilà, on est sur un jeu quand même qui est quand même assez en contraste, mine de rien, avec le rouge et blanc habituel. Voilà, tout ce qu'on pouvait un petit peu dire sur ce maillot. On a oublié les Euh, jaunes aussi dans les maillots extérieurs, Oui, tout à qui fait. avaient été et que j'aimais pas du tout, celui de Ah, 2005-6 notamment, qui était j'aimais très bien. palo, je trouvais. Ah, j'aimais bien. Je l'avais vu, enfin, j'avais pour le coup, un copain qui l'avait et je le trouvais assez chic quand même. Enfin, j'aimais bien la couleur, mais bon. Les liserés rouges, je les trouvais pas très beaux en plus. Mm. Autant j'aimais bien le domicile de cette année-là. Je trouve un peu plus classe, un peu plus fin Alors, sur justement, les maillots Puma. Alors, justement, ça me fait penser, puisqu'on parlait de ça, on parlait aussi de la diagonale haute, diagonale basse, mais il y a aussi la diagonale dans le dos. Et avec la saison 2004-2005, 2005-2006, en fait, on a deux fois le même maillot d'ailleurs. Mais alors, c'est une diagonale qui est très très haute, limite pour le coup presque verticale. On est à deux doigts du maillot scindé en deux à la verticale, mais il n'y a pas de diagonale dans le dos. Et ça, c'est quelque chose qui avait aussi beaucoup fait couler d'encre, puisque voilà, c'était quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis l'instauration de ce maillot. Ouais, non, moi je suis team diagonale dans le dos plutôt quand même. Ah oui, non, bah, ça moi aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui maintenant c'est un petit peu généralisé, sans doute aussi du fait des règlements de la LFP. Ouais, c'est sûr que pour le flocage, pareil. c'est pas ouf. Ouais, mais après, justement le flocage, pareil, sur les années récentes, là avec Nike, on a eu des flocages rouges, justement, avec un dos uni blanc, mais je pense qu'un flocage, si on maintient un flocage noir ou avec un blanc cerclé de noir, enfin, on peut rendre tout à fait le numéro largement lisible. Enfin, ça posait pas de problème à l'époque. Enfin, si tu regardes les maillots 2003-2004, enfin, je veux dire, t'as une diagonale dans le dos, le flocage est bien gros, bien noir. Enfin, ça se voit largement sur le maillot. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Mais pour être allé, du coup, effectivement, parce que beaucoup de gens disaient ouais, la LFP l'interdit. Le texte d'ailleurs, pour être allé le voir, finalement, il est assez sujet à interprétation. C'est loin d'être aussi clair.
Voilà. Après, est-ce que le club ne veut pas prendre de risques à ce niveau-là et soit imposer un fond uni, soit une diagonale plus basse qui permette d'avoir le motif également sur le dos du maillot, c'est aussi une possibilité en tout cas. Ouais, et puis tu parlais de flocage. Qu'est-ce que tu penses des flocages dorés qu'on a eu certaines années? Je n'aime pas du tout. Ouais, moi non plus. Je suis pas du tout fan. La fin de Puma notamment, on a eu ça. C'est un autre aspect aussi, les teintes de doré ou de jaune dans le maillot. C'est vrai que j'en suis assez peu fan. Que ce soit les petits liserés, que ce soit les petits flocages, que ce soit les bandes jaunes comme dans le maillot 15-16. Le logo Puma. Ouais, le logo encore en jaune me dérange moins. Ça passe, c'est léger. Mais les petites bandes sur le côté, là, au niveau du torse, en jaune, là, sur le maillot Nike, sur le col aussi, j'aime pas vraiment, même si c'est vrai que ça rappelle aussi le logo du club quand même. Ouais. Voilà. Effectivement. Mais en fait, la raison, j'aimais beaucoup le maillot bleu foncé donc, de la saison 15-16. Mais je n'aimais absolument pas le flocage doré qui rendait l'ensemble très très sombre. Je trouve que c'est un flocage qui... le doré, on a l'impression, je pense qu'on veut quelque chose de brillant. Et en fait, pour moi, c'était l'effet totalement inverse. Il y avait un côté assombrissant plutôt que brillant. Je préférais même le jaune directement, le flocage jaune, parce qu'il y a eu 2 types de flocage sur ces maillots-là. Mais le flocage doré, je trouve que l'effet passe très très mal en fait. On les a vus aussi en Coupe de la Ligue, en finale. À la limite, en fait, ouais, moi, ça me fait penser à la finale de la Coupe de la Ligue. Je pense que ça soit réservé à ce match-là, qui de toute façon n'aura plus lieu. Donc... Voilà, dans tous les cas, le problème est réglé. Voilà. Voilà. Bon, écoute Boris, je te propose qu'on enchaîne sur les maillots qui ont été proposés par les différents internautes voilà, pour ce petit concours. Donc on a en tout 10 maillots. Je propose, donc chers auditeurs, vous pouvez également regarder aussi sur la vidéo de la chaîne YouTube. Vous avez ces jeux de maillots qui vont défiler, vous pouvez les voir. On va commencer, Boris, par le maillot de Rémi Swin. Et bien là, on peut complètement dire qu'il y a un problème majeur. Il y a un problème de diagonale, effectivement. Ouais. Alors, moi, je vais faire l'hypothèse que, à la limite, je pense qu'il a voulu vraiment respecter. Je pense il a refait exactement la diagonale de Kappa de cette année. Et c'est vraiment finalement sur la partie rouge qu'il a retravaillé avec un effet plus rouleau de peinture. Que moi je trouve assez sympa finalement. Oui. Le maillot est joli au final et je demanderais presque à le voir avec une diagonale bien mise. J'imagine qu'on pourrait garder ce motif là. Je sais pas, il faudrait voir parce que les traits du rouleau sont assez parallèles finalement. Mais voilà, il est esthétiquement joli. Ça correspond pas quand même à ce qu'on attend dans le maillot de l'AS Monaco. Ouais, non, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est un joli maillot. Voilà, l'effet un petit peu peinture brossée comme ça là, en texture est très sympa. D'ailleurs, il y a quelque chose qui te plaît bien, c'est l'homogénéité entre le col et le reste du maillot, qui reste de la même couleur. Effectivement. Voilà, il n'y a pas de contraste. Et si on regarde aussi l'ensemble l'ensemble du kit complet, il y a aussi cette diagonale sur les chaussettes et je trouve ça plutôt joli aussi avec le même effet. C'est vrai, donc c'est quand même un ensemble qui est très soigné, qui est très joli, mais voilà, le problème majeur pour moi c'est cette diagonale qui n'existe pas. Et surtout on parlait d'identité du club, le problème c'est que quand on est loin, même quand on regarde, quand on est même dans le stade tout simplement, vu du stade on a l'impression de voir un maillot rouge, tout rouge, et on ne donne pas distinguer cette diagonale. Et c'est vrai que voilà, ça, pour moi, ça reste aussi un gros problème. C'est-à-dire que l'identité visuelle, là, même, elle n'est pas nette. Elle n'est pas vraiment claire, quoi. Ce qui me permet aussi comme c'est le maillot, je pense, qui ressemble le plus au maillot de cette année, ça permet de faire un petit clin d'œil, un truc qu'on n'a pas dit. Il y a un truc sympa, je trouve, sur le maillot de cette année, c'est les petits losanges. Qui sont un beau petit clin d'œil pour le coup. Comme je disais, les losanges, c'est le vrai emblème de Monaco, de la ville, de l'État même en tant que tel, sur les blasons de la famille Grimaldi. C'est pas facile à décliner sur un maillot, mais finalement, voilà, le faire sur 2 teintes de rouge comme ça, c'est plutôt sympa. C'est un petit détail parce que
c'est quelque chose qu'on voit pas trop quand on regarde le match, que ce soit au stade ou même à la télé. Mais je trouve que c'était plutôt inspiré. Pourquoi pas réitérer cette initiative. Ouais, je suis d'accord, c'est pareil, c'est un peu le seul point positif que je dégage du maillot de cette année, c'est ce motif-là qui est vraiment très très réussi et qui a inspiré d'ailleurs d'une manière ou d'une autre certains des créateurs qui ont repris ce pattern ou qui l'ont pris mais d'une manière un petit peu différente. Le maillot ensuite suivant, c'est le maillot de Lojnin 7. Alors là, Boris, c'est on va dire quelque chose d'un petit peu plus fantaisiste, ou en tout cas un petit peu plus, une peu plus grande liberté, mais on a un respect de la diagonale par contre. Ouais, il y a un respect de la diagonale qui, je pense, était fait à coups de sabre. C'est un maillot Kill Bill un petit peu, j'ai l'impression, avec les petits points rouges comme ça qui font comme une traînée de sang. Je sais pas si c'est vraiment un maillot qui plaira à Rome du coup. Ouais, exactement, un maillot Tarantino. Déjà, je pense que j'ai un tout petit problème. Le rouge est peut-être un peu clair, à mon avis. Je pense que c'est pas tout à fait le rouge Monaco. Mis à part ça, bon, c'est pas désagréable comme ça sur un design. Je verrais mal un maillot comme ça porté. C'est sûrement un poil trop fantaisiste. Mais voilà, au moins la diagonale est à peu près respectée. C'est une proposition sympa, mais voilà, je serais pas forcément pour le porter non plus, quoi. Mais l'importance aussi du rouge, mine de rien. La couleur, c'est vrai que ce rouge est un peu trop vif, mine de rien, pour rappeler celui de la SM. Même si le rouge, évidemment, de Monaco a aussi bien sûr évolué, mais c'est vrai que là, sur le coup, il est quand même presque un peu flashy. Voilà. Les propositions suivantes, alors là, Boris, justement, on est aussi dans quelque chose d'assez historique. C'est une triple proposition même. C'est Romouche Design, qui nous a fait donc 3 maillots différents. Alors, il y en a un qui sort un peu plus du lot. Les 2 autres sont pour le coup très classiques, mais ils ont quand même une bande un petit peu sombre, des rayures un petit peu sombres, un peu en contraste, qui rappellent justement les maillots des années 80, des années 90, tous ces maillots Adidas et Nike. Et j'aime pas du tout. Ça fait vieux, ça fait moche. Je n'aime absolument pas cet effet-là. Pour le saluer, Patrice nous a également sorti un maillot comme ça avec ses petites bandes un peu sombres. Voilà, moi ça m'évoque les années 80, ça m'évoque quelque chose de totalement démodé et de pas très esthétique, franchement. Ouais, je sais pas, faudrait le voir en vrai presque, mais effectivement, je suis pas sûr que ça apporte grand chose aujourd'hui. Même si tu pourrais rétorquer que ça peut être un clin d'œil au premier maillot finalement. Je sais pas si c'était forcément l'idée d'ailleurs dans ces maillots des années 90, je pense que c'était plus que c'était comme ça qu'étaient faits les maillots à l'époque, un peu pour tout le monde, sûrement plus sur une question de matière. Cette mode de faire des bandes un peu brillantes en fait. Ces bandes un peu brillantes qui effectivement étaient très à la mode, mais c'est fait très années 80 et du coup voilà, ça nous ramène à une époque un peu ancienne où l'esthétique et la mode n'étaient pas forcément à son meilleur niveau, quoi. Effectivement. Voilà. Par contre, la première proposition qu'on a envie de signaler de Romouche Design, elle est quand même beaucoup plus marquante, avec un mélange des genres, là j'ai envie de dire. il a tout mis. Il y a presque un peu trop, c'est-à-dire qu'il y a à la fois il y a la diagonale, il y a les rayures et il y a les losanges. Il y a tout. Voilà, et effectivement, on verra, je pense, un maillot un petit peu plus tard qui mélange les 2 premiers, c'est-à-dire la diagonale et les rayures, ce qui est une idée plutôt sympa pour marier l'histoire et la modernité finalement. Là, je trouve qu'avec les losanges, ça va un poil trop loin. C'est pas si, ça donne un effet pas si joli. Les rayures dans le losange, je pense, sont un peu problématiques. Ça rend assez illisible le sponsor notamment, et même au-delà de ça. Ouais. Voilà, il y a une discontinuité dans les bandes dont je suis pas forcément fan. Il a oublié un truc. Oui. Le drapeau de Monaco. Ça, il a pas réussi à le mettre. Effectivement, et puis les moines aussi. Ouais. Les frères. Avec l'épée là, ouais. Exactement. C'est ça.
Ouais. On enchaîne avec la proposition suivante qui nous vient donc de Jorginho 7. Alors là, Boris, il y a matière aussi à dire. On a un résultat final qui est beau, qui est d'ailleurs, je pense, qui est inspiré du même pattern du premier maillot de Rémi Swin. Hein, on a le même kit, hein, je pense. Alors là, cette fois, on a un col qui contraste. On a une diagonale qui est belle, qui est élégante, avec les deux manches rouges. Par contre, Boris, il y a une apparition d'une troisième couleur qui est vraiment très marquée. Et là, ça coince. Bah, effectivement, ce jaune qui pourrait être légitimement vu comme la troisième couleur de Monaco, parce que c'est une couleur qui est présente sur le logo, notamment avec la couronne. Au final, j'ai jamais vu de bonne façon de la décliner. Comme c'est doré, comme tu l'as dit, ça fait vite un peu trop sombre et pas super évident à lire. Et quand c'est plus clair, ça tend plus vers le jaune, c'est pas si joli que ça. Là, je trouve que ça fait beaucoup trop de jaune, effectivement. La diagonale, finalement, même si elle est sur le même pattern, c'est pas si mal parce je pense qu'il y a des effets à chaque bout de la diagonale pour la rallonger un tout petit peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, une petite ondulation, ouais. Ouais, et ça atténue un petit peu l'effet de diagonale pas suffisante qu'on a, et finalement, ça fait une diagonale à peu près correcte qui va jusqu'à l'aisselle. Mais voilà, le jaune, effectivement, on l'a dit, je pense qu'on n'est pas super fan. Ouais. Ça a été pas mal un petit peu repris, hein, dans le concours, cette idée comme Kappa l'avait fait justement dans le maillot des années 2000 de scinder cette diagonale, de la séparer avec un liseré d'une autre couleur. Alors là, il est beaucoup plus accentué, ce trait là, mais voilà, c'est vrai que mine de rien, c'est un maillot qui est quand même soigné, mais voilà, malheureusement trop de jaune. Et pareil, ce jaune là sur les chaussettes, non. Là, j'ai l'impression de voir Roquebrune Cap Martin, c'est pas possible. le rapid man que je suis ne peut pas cautionner ça. Je comprends, trop de défaites au stade des Cases. C'est ça. On enchaîne ensuite avec le maillot de Monsieur Sidonia. Alors là, on a un autre exemple de maillot. Alors, la première chose, moi, qui en plus m'a frappé, c'est qu'il a mis l'ancien logo du club. Avec juste le ASM. Donc c'est un logo des années 80-90, quoi. C'est un maillot qui est un peu vintage, hein. Donc c'est peut-être aussi le signe le pourquoi du comment de ce logo-là. C'est un maillot qui, je pense, est pas mal inspiré du maillot Nike dont on parlait plus tôt. Le premier maillot qu'on a eu avec Nike quand ils sont revenus avec nous. Voilà, un maillot qui est assez bien exécuté. Je suis pas fan, moi, c'est le col blanc finalement, le contraste du col blanc sur le fond rouge. Je pense que j'aurais préféré le col rouge de la même couleur. Je suis pas fan, moi, des cols qui font des cols marqués comme ça, des cols polo qui créent un contraste. Ça, c'est un truc dont je suis pas fan. À côté de ça, il est assez élégant pour un maillot vintage. Je suis pas le plus grand fan des maillots vintage dans la forme. Le col, c'est pas quelque chose dont je suis toujours très fan. Voilà, là, c'est pas ce que je préfère du coup. Moi, je t'avoue que j'aime bien ce côté col en polo. On distingue d'ailleurs à l'intérieur, là, il a mis les armoiries notamment de la famille Grimaldi, ce qui est plutôt classe. Par contre, c'est plutôt au niveau des manches, la fin des manches qui là pour le coup font vraiment un polo. Et là, je trouve que ces rayures rouges comme ça, pour le coup, sont un peu moins bien. Moins sympa, mais après pour le col j'aime bien ce contraste en ce qui me concerne avec le blanc et le rouge et le col polo qui rappelle, comme tu disais, ce maillot Nike 2014 qui a fait aussi, je pense, un petit peu tout le sel de ce maillot quelque part. Est-ce qu'il y a une équipe de polo à Monaco? On pourrait toujours leur proposer. C'est une bonne question. Il y a le golf au Montagel, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'ils font du polo par là-bas sur le green? Je ne sais pas. Alors, on enchaîne avec le maillot suivant. Alors là, c'est la palme de l'originalité. Donc, il est signé Ola Rupero. Et là, on a une diagonale qui est déclinée avec des fleurs de sakura, donc de cerisier, donc symbole japonais. Et donc, il a justifié ce choix-là en disant que la princesse Grace appréciait tout particulièrement la culture japonaise, et il a fait ce maillot-là pour, entre guillemets, en hommage aussi, comme ça, ce qui est une délicate attention, qui est très fantaisiste, mais voilà, c'est original en tout cas. C'est sûrement un maillot qui plaira à Monsieur Ducruet, qui veut positionner la S Monaco en Asie. Ça pourrait être l'occasion.
voilà, dans un concours effectivement de propositions originales, c'est assez marrant. C'est évident. Enfin, je suis pas sûr que ça rendrait très bien finalement. Ces fleurs sur les yeux, ça rend déjà pas. Moi, je suis pas super fan en dessin. J'aime bien l'idée qu'il y a derrière, le petit clin d'œil, mais ça manque de rouge déjà, je trouve. Ouais, c'est plus rose quand même. Ouais. Ouais. Et les deux manches comme ça, la définition des manches, enfin le contraste Mhm. rouge avec le motif, effectivement, du coup, est un peu trop fort. Pour une tournée en Asie, éventuellement, pourquoi pas. Mais pour l'instant, Exactement. laissons Louis Ducreux aller quémander de l'argent à tonton. Exactement. Parce qu'il faut des vrais connaisseurs à la tête du club. Voilà. On enchaîne ensuite avec la proposition de Soto UD. Mm. Alors là aussi, pareil, on a un vrai travail de design et beaucoup de travail là, on voit vraiment tout est dans la finition et le détail. Ouais. Je dois dire que j'aime assez. Il a repris les armoiries, enfin donc les losanges des armoiries du club, comme l'a fait Kappa cette année, et il les a un petit peu plus déclinés encore, Boris, notamment sur les manches. Ouais, exactement. C'est de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je dirais que c'est ce qui ressemble plus à un vrai maillot professionnel. Et il n'y a pas de secret. Pour moi, c'est aussi ce que je préfère de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. C'est pas mon préféré parce qu'il arrive, mais finalement, il se ressemble un petit peu. Moi, j'aime beaucoup le travail sur les manches avec les Kappa, comme je te disais. J'aimais bien ce motif-là dans les années 2000 et je suis content de le retrouver là. Effectivement, la finition des manches est vraiment très belle, très bien travaillée. Les petits logos, enfin les petites armoiries aussi sur la partie rouge. Le Kappa noir comme ça, bon, je sais pas pourquoi, je trouve ça dommage. À la limite, je le préférais en blanc. Mais voilà, c'est un maillot qui a l'air très travaillé, très texturé et que j'aime bien, effectivement. Ouais. La seule chose, ouais, alors toi tu aimes bien ce liseré Kappa sur les manches. Moi, c'est quelque chose pour le coup, je t'avoue, je n'aime pas vraiment. Et ce qui me dérange beaucoup chez Kappa, c'est de retrouver leur logo soit sur les manches, soit sur les côtés du ventre, enfin du torse, tout ça. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime chez Kappa de voir ce logo qui est aussi récurrent, en tout cas qu'ils affichent aussi de manière aussi récurrente sur leur maillot. Et c'est vrai que cette bande rouge comme ça sur les manches, les épaules plutôt, je suis pas vraiment fan non plus. Après, le reste du travail, effectivement, très très beau. Simple doute, en tout cas, sur les petites bandes horizontales, là, un peu grisées sur la partie blanche. Ça me paraissait pas nécessaire. Il y a un petit détail, alors il faut être pointu, il faut bien le voir. Mais sur la petite bande rouge qui part du bas du maillot, il y a les initiales donc, de la princesse Grace qui sont dessinées dessus. Voilà. D'accord, j'avais pas vu. Ouais, c'est très très fin, faut vraiment zoomer pour le voir. Mais il y a la nice touch, comme dirait l'autre. On enchaîne ensuite avec le maillot de Yanou 340. Oui, Boris, je squeeze un autre puisque je réserve l'autre puisque ce sera ma sélection à moi. Le maillot de Yanou 340. Alors là, on a un maillot déjà qui a bien repris le pattern qui a été proposé par le club, en tout cas le modèle proposé par le club. Maillot très très classique qu'on a un petit peu déjà vu avec ces deux manches blanches finalement, comme on a pu le voir récemment sur la dernière saison avec Nike par exemple. Ouais, et mais une diagonale à l'aisselle. je le trouve juste un peu difficile à projeter parce qu'il fait beaucoup plus dessin que les autres. Là où les autres, on a vraiment l'impression de voir presque des photos et de voir des maquettes avec un maillot qui a des belles formes et tout. Là, il fait beaucoup plus prototype dessin, mais effectivement, je suis pas fan des manches toutes blanches. C'est pas ce que je préfère. Là, je trouve que c'est pas trop mal réalisé. Effectivement, ça rappelle notamment le maillot de l'année du titre ou le maillot de l'an dernier, je pense, qui était un petit peu comme ça, de Nike. C'est pas trop mal. Et puis les bandes. Alors toi, t'aimes pas forcément, mais je demanderais à voir. Ça peut être sympa ces petites bandes qui peuvent faire un léger écho au maillot d'origine finalement. Voilà, c'est un maillot qui est assez classique, mais qui est assez propre finalement. Et ben justement, tu parlais de faire écho à ce maillot d'origine, et moi, c'est ma sélection. C'est le maillot pour lequel j'ai voté. C'est le maillot de Toons. Donc c'est un maillot qui reprend le symbole de la diagonale et auquel il ajoute le maillot historique à rayures. Donc c'est vrai que c'est un mélange des genres qui, je trouve, est assez réussi, en tout cas qui est bien fait. Donc c'est vrai que ça aide. Tu parlais de projection, justement, c'est important de pouvoir imaginer ce maillot-là porté. Et c'est vrai qu'il est vraiment
quand même très bien réalisé. Il y a ce col rouge en plus que je trouve vraiment très séduisant et qui finalement, en fait, ça n'offre pas vraiment un contraste, mine de rien. Donc il est vraiment il est presque invisible finalement parce qu'il est, il se raccroche aux bandes rouges. Les deux manches sont rouges par contre, voilà. Mais je sais pas, j'aime beaucoup ce motif à rayures. Je sais pas ce que tu en avais pensé toi du maillot à rayures qui avait été réédité pour la Coupe d'Europe en 2005. Pour ma part, je l'avais en manche longue et j'adorais ce maillot à rayures. Je le trouvais J'aimais très beaucoup, chouette. ouais. Ouais. Donc c'est vrai que je pense Mais que j'aime c'est encore plus celui-là, je crois. ouais, Le maillot de Toons. Ah oui, peut-être, ouais. Bah là, c'est vrai que ce qui le rend peut-être difficile à aimer, c'est cette démarcation finalement en diagonale. Bah, effectivement, en fait, moi, je pense que si les bandes étaient complètes, entre guillemets, je le trouverais vraiment magnifique. J'aime bien l'idée de mélanger les deux parties de l'histoire. Je trouve que visuellement, ça rend pas si bien que ça. En fait, il me donne l'impression de ne pas être fini, en fait, le maillot. Le fait d'avoir toute cette diagonale blanche en dessous, c'est un peu comme, je sais pas, comme s'il y avait une impression qui n'avait pas été terminée. Euh, Vous n'avez plus d'encre. Exactement. La cartouche. Ça me donne un peu cette impression-là, les bandes qui s'arrêtent comme ça au milieu. Finalement, je trouve ça c'est malheureux. À côté de ça, c'est dommage parce que je trouve vraiment la partie supérieure très très jolie. Je pense que si tu me mets les bandes complètes, je le trouverais vraiment très très beau. Donc voilà, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup la partie supérieure. Au final, le rendu final me laisse un tout petit peu sur ma faim. Et bon, puisque quand même, voilà, on va pas se déjuger, mais voilà, le seul petit reproche que je pouvais lui faire, c'était le petit tourlet doré sur la fin des manches, que je trouve dommage. Blanc aurait été très très bien. Voilà, ça serait resté dans les couleurs de Monaco et ça aurait fait un petit contraste du meilleur effet, je pense. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'était ma sélection, mon choix, parce que j'aimais bien cette réunion des deux maillots historiques avec quand même une diagonale différente, réinventée, mais tout de même quand même respectée d'une certaine manière. En tout cas, le motif est respecté, même si l'agencement des couleurs est forcément du coup un petit peu différent. Boris, maintenant, on arrive au dernier maillot de cette sélection. C'est le maillot qui a recueilli le plus de suffrages et qui s'est imposé. C'est le maillot de Synthetix. Ça a été également ton choix du coup. Ouais, alors Synthetix qui est probablement un supporter de Saint-Etienne, je sais pas, mais Footix ou pas Footix? Possible. Voilà, toujours est-il que son maillot, je le trouve très joli. C'est celui que je mettais un petit peu en rapport avec le maillot de Soto UD, notamment. Je trouve qu'ils ont un peu la même idée derrière. Il y a les capas, notamment sur les manches, que j'aime bien. C'est vraiment un maillot qui me rappelle. Il y a un petit mélange, je trouve, entre le maillot de 2000 et le maillot de 2017 presque, avec ses manches blanches et en même temps le côté les logos Kappa. À côté de ça, il est assez classique avec son logo et son flocage blanc, une belle diagonale. Il y a les petites armoiries du club imprimées sur la poitrine, des Grimaldi. qui sont de la famille Grimaldi, qui sont plutôt sympas aussi, je trouve. Donc voilà, j'aime bien. Je le trouve classe, je le trouve à la fois sobre, élégant. Donc effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a une délicate attention effectivement pour ces armoiries. Clairement, c'est quelque chose qui, pareil, a inspiré la plupart des gens qui ont proposé quelque chose, en suivant certainement aussi l'exemple des losanges proposés par Kappa cette année. Mais voilà, pareil, ce qui me gênait et continue de me gêner, c'est toujours ces petites manches avec le logo Kappa, cette bande rouge. En fait, je trouve que ça fait maillot d'entraînement. Et ça me gêne. Si ça te gêne, t'as qu'à pas l'acheter. Je pense qu'une diagonale comme ça, je peux l'acheter quand même. Mais il y a un côté un peu maillot d'entraînement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, et c'est vrai que ou survêt, notamment. Moi, la veste de survêt que j'ai acheté cette année, ils sont comme ça. Mais... C'est ça. J'aime bien. Et pareil, c'est vrai que c'est encore pareil. Je trouve que c'est. Alors, bon, il y a le côté nostalgique, mais il y a un côté très années 90, 80, 90, avec des trucs un peu larges, un peu amples. Voilà. Je préfère tout ce qui est un peu plus cintré, même si ça ne veut pas forcément dire que je peux les porter. Voilà. Ouais. Rom sera content que je me clash tout seul. Tiens. il aura pas besoin de le faire. Mais bon, voilà, c'est vrai que... Je pense déjà que quand il va voir qu'on a fait 1 heure d'émission sur les maillots, il va nous clasher suffisamment. Bon, je pense que moi... Ah oui, c'est vrai qu'on a fait plus d'1 heure même.
Donc voilà, en tout cas, Synthetix qui a gagné ce concours. En tout cas, un maillot de belle facture dans tous les cas, bien réalisé. Je pense qu'il sera pas trop compliqué pour Kappa non plus de le réaliser, certainement. Voilà. Mais voilà ce qu'on Je pense qu'il doit être content que le maillot avec les fleurs de cerisier n'ait pas gagné. Oui, ouais, je pense aussi. Ouais. Voilà, donc c'est en tout cas bravo à lui. Nous, c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot de Monaco, cette émission qu'on voulait faire depuis un moment. Donc c'était l'occasion de faire une émission davantage qui mélangeait à la fois histoire et un petit peu actualité. Et mode. Et mode, puisque c'est vrai qu'on aime bien aussi parler de style, hein, Boris, que ce soit les looks des entraîneurs, Robert Moreno et ses vestes Philippe Plein. Faut espérer que Philippe Plein ne fasse jamais de maillot de l'AS Monaco. Oui, t'imagines si on avait le concours Philippe Plein Monaco là, au lieu de Kappa. Ouais, putain. Le maillot avec le plus de diamants gagne. Quelle horreur. Tête de mort à la place des armoiries du palais. Est-ce que tu milites d'ailleurs pour le retour de Gianalberto Caporal sur la Manche? Oui, sur la Manche, oui, c'est sympa, ouais. Et avec un petit super fun de derrière aussi, non? Ah ouais, non, ça c'est pas ouf. Non, ça c'est pas. Ouais, ça fait maillot 2004 du coup. Ouais. Enfin, Gianalberto Caporal sur la Manche, c'est quand même mieux que Triangle Intérim. Oui, ça on est d'accord. Enfin voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur ces maillots de Monaco, sur ces propositions. Donc, merci Boris. Je pense qu'on peut nous s'arrêter là. Tout à fait. Merci à toi pour ces propositions. Oui, c'était sympathique. Merci de nous avoir écoutés. Le prochain rendez-vous, du coup, ce sera un magnéto, Boris, dimanche en live. Ouais. Normalement. Il paraît. Plus en live que la dernière fois, on espère. Plus en live, voilà, on espère qu'il ira au bout. Donc ce sera consacré au match Manchester United-Monaco 1998. Effectivement, le match retour. Tout à fait. On va pas spoiler le résultat, mais normalement tout le monde le connaît. Non. Voilà. Et puis, c'est l'occasion également de vous rappeler que vous pouvez aussi écouter le dernier épisode du Périple Rouge qui est sorti ce lundi, l'épisode 11 consacré à une autre grande confrontation de l'histoire avec le Real Madrid. Et puis Boris, bien sûr, ta série de l'an 2000, toujours, qui sort régulièrement toutes les 2 semaines, un nouvel épisode. Voilà, ça sera lundi, du coup, prochain épisode sur un match un peu moins historique encore que c'est le OM Monaco de la saison 99-2000. Tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à nous laisser des commentaires, des pouces bleus, à relayer l'émission, à retweeter, etc. Et puis, portez-vous bien. Salut à tous et taguez-vous. Et bisous.